tous. Est-ce que ceux qui network, vous pouvez s'il vous plaît, soit vous restez avec nous, on est ravis. Ah ouais, parce que c'est quand même un sujet, les femmes et l'entrepreneuriat, c'est un sujet. Sinon, les autres, je veux bien vous demander, je suis désolée, par exemple, les deux personnes devant moi qui m'entendent pas. Excusez-moi, monsieur, d'insister. Je comprends que quand c'est une femme qui parle, mais je fais exprès. N'empêche que vous vous êtes retournés quand j'ai dit ça. Bonjour à tous. Bienvenue. On va commencer le panel. Est-ce que ceux qui veulent rester pour cette passionnante question de l'Afrique, continent, de l'entrepreneuriat féminin. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui un magnifique panel et je remercie les hommes d'être là aussi. Vous noterez qu'on a vraiment tenu à ce que ce panel soit divers. Chaque personne va se présenter au moment de sa prise de parole. On m'a dit qu'on avait pris un peu de retard et que donc il fallait que je sois efficace. On va modérer cette table ronde, Zolika et moi. On travaille toutes les deux à l'Agence française de développement et qui est qui travaille beaucoup sur l'empowerment des femmes, sur l'entrepreneuriat féminin et qui est très attentive à ce que on puisse donner les moyens aux femmes de... Aïssata, il faut que tu viennes sur scène. Donc je vais rester debout alors. Viens. Donc Aïssata, qui est aussi une des participantes. On a oublié Aïssata. Mais non, mais en fait, je viens de me rendre compte. Il faut s'affirmer, Aïssata. Voilà, donc Aïssata réussit son entrée. Applaudissements pour Aïssata. Donc je vous laisserai découvrir le panel, puisqu'on m'a dit qu'il fallait qu'on accélère un petit peu. Alors, on a une première slide à diffuser avec quelques chiffres clés. Combien d'entre vous dans la salle connaissent l'étude Women in Africa qui a été faite par Roland Berger à l'occasion du Women in Africa Summit Marrakech? Je vois une main qui se lève. Peut-être que certains d'entre vous ignorent qu'en Afrique, l'Afrique a le plus fort taux d'entrepreneuriat féminin du monde, avec 24% des entreprises qui sont créées par des femmes. C'est vraiment une spécificité africaine. En Europe, c'est 6% des entreprises qui sont créées par des femmes. Et aux États-Unis, c'est encore moins que ça. Donc, il y a vraiment en Afrique une vraie... c'est pour ça qu'on affirme que l'Afrique est le futur start-up continent au féminin, d'une certaine façon. On aimerait pouvoir l'affirmer avec beaucoup de force, d'autant qu'il y a certains chiffres qui sont assez impressionnants que vous pouvez voir là, qui est, par exemple, que les femmes ont créé à peu près entre 150 et 200 milliards de dollars, c'est la valeur ajoutée de l'activité des femmes en Afrique, ce qui représente à peu près 7% du PIB du continent. Je pourrais vous assommer de chiffres comme ça, mais l'étude est très bien faite et AFC aussi a sorti une étude là-dessus. Donc il y a beaucoup de chiffres très positifs et en même temps, et je vais être rapide parce qu'on a un magnifique panel, en même temps il y a quand même encore des challenges dans les écosystèmes, dans les mentalités, qui font que ces femmes entrepreneurs qui ont énormément de volonté réussissent pas toujours à passer à l'échelle, réussissent pas toujours à porter leur projet jusqu'au bout. Et ceci alors même que, pour des raisons assez diverses que vous allez découvrir, et ceci alors même qu'on sait qu'une entreprise en fait qui est gérée par une femme a un meilleur return on equity et que en réalité les femmes qui gèrent des entreprises, les investisseurs se rendent compte avec des études très précises qu'en réalité le taux de rendement est bien meilleur, que l'efficacité opérationnelle est bien meilleure et que les femmes aussi, on parle beaucoup de diversité dans l'entrepreneuriat et qu'en fait les entreprises qui sont créées par des femmes portent en elles la diversité. Qu'en fait une femme qui crée une entreprise, elle intègre beaucoup plus facilement des profils divers dans son entreprise, dans son management. Et donc, d'une certaine façon, on parle beaucoup de diversité. Peut-être qu'une partie de la solution est là aussi. Donc, en fait, certes, il se passe des très belles choses sur le continent. Et à cet égard, le continent montre la voie. La question, c'est comment est-ce qu'on fait pour que ces femmes entrepreneurs dont il y a le taux j'ai le mot en anglais qui me vient, mais le taux d'abandon est à peu près il y a 30% des femmes qui abandonnent parce qu'elles n'ont pas eu suffisamment de financement.
Donc, je vais introduire la première speaker qui s'introduira elle-même. Mais Alizée, toi qui êtes présente dans de nombreux pays avec Seedstar, quel est ton constat par rapport à ça et qu'est-ce que vous avez, vous, mis en place très concrètement pour travailler là-dessus, sur cette perception des investisseurs et du risque par rapport aux femmes entrepreneurs? Oui, donc dans l'objectif aussi d'être très efficient, je me demandais si je ne pouvais pas passer en anglais parce que je peux être beaucoup plus straightforward. Mais effectivement, avec Seedstars, and so you can understand in English, what we realized is, so we wanted to do impact investing in emerging markets. Quickly, when we went on the ground, there were not enough deals, so we stepped back and did a whole capacity building program. And with that, it means different initiatives to educate the current and future generation of entrepreneurs, with a very strong social kind of purpose. And so for that, we have now the largest startup competition, which allows us to funnel a lot of data. So on average, we have 5,000 applications per year. And the statistics are painful, meaning that globally, 9% of our applicants are women, which is actually quite balanced with kind of the global statistic that we have of technology startups in the world. In sub-Saharan Africa, it goes a bit more up. We're around the 12-13%. And then in the MENA, so North Africa, but includes also the Middle East, which in some countries have a very strong, strangely, women-led amount of women-led businesses, where we go up to 15 and 16%. So our conversation was, okay, how can we increase that percentage, but also looking at the funnel from application to finalists, to companies we accelerate, to companies we invest, the percentage gets smaller and smaller and smaller. And so today I wanted to be very pragmatic on what are the concrete solutions that we can put in place quickly to have some short-term wins within our ecosystem, because my team also called me out on saying, Alizée, stop being vague and give pragmatic solutions. And so at Seedstars, what we did is first look internally. So how diverse are we, and how are we, through the funnel of the talent's growth, supporting them? And if you look from sourcing a talent to retaining the talent to having that talent grow within your organizations, what are the pain points for women and other minorities? First, sourcing channels are very biased. And when we compare that in our capacity building of what we do to support women entrepreneurs in Africa, there was the same issue at a sourcing level. So for us to get the right talents within our organizations, you need to look at the channels you use, may it be the different job platforms, the different seminars, the different kind of showrooms where you can showcase your company. Are they really speaking to the kind of women community? And even more in Africa, what we were seeing, for example, through the startup application, startup is a very masculine word. And the whole thematic that you put around these tech conferences actually pushes out these women-led businesses. And we've had a lot of data confirming it. We've done a lot of panels recently with IFC, where a startup came up and said, at my latest investment round, I was asked to learn how to speak like a man. It's very powerful because it means that we're not using the appropriate thematic. And today, we have great tools. We use a tool that looks at our job descriptions and makes sure that the words that we use are tailored for women and men talent, to make sure that our job description, for example, is not too aggressive. Because as investors, in general, what you see in the community, which is highly led by men, they expect very aggressive numbers. And the stereotype, it's a stereotype I'm generalizing, women tend to be more about talking about risk mitigation. And we expect them to give us a risk mitigation discourse, when the reality is, for a VC fund, they're trying to look at the unicorn, so very aggressive numbers and a very aggressive approach to the growth of their business. So all this is very clear kind of concrete ways how to push it. And looking again internally, how do we retain this talent? What we saw is, for example, women in general tend to undersell themselves for promotion. So how do you equip your managers to ensure that they are aware of this and not have this unconscious bias towards these talents? Same within kind of when we're looking at the potential investment opportunities. What we realized through panels and workshops on the ground in Africa, but also it's very relevant to the other markets, is that women tend to not be comfortable to pitch on stage in a very kind of one-shot
approach. That's not the mentality. So we have to change also the language we engage with these potential investees. So we've increased the number of meetings, kind of light due diligence process, where indeed there's a higher chance of finding the right match with a woman-led business, for example, to invest in. And we've even met investors, which I think is quite radical. We haven't done this approach, but have refused now to go to any pitching competition because they believe it biases their approach to what type of entrepreneur they support. But that's a very concrete kind of shout out of what they've seen on the ground. And so at SeedStars, we've now increased the number of workshops that we do before our pitching event so that we have the time to discuss on a one-on-one basis with women that need that. Sometimes, I mean, people call emotional security or whatever, that need that very clear dialogue to have the confidence that, okay, we have a right partner in front of me to move forward. And then how do you grow these businesses to make sure that they're success stories? And so internally what we're seeing, and we know the gap of salaries between men and women, it usually comes from every organization I've seen that preach for women kind of equal salaries have these same discrepancies internally. And that's okay, it's a tough fight, but we have to be extremely transparent on how do we want to approach this. So right now what we're seeing is that we're using platforms, and I'll be happy to share all these tools, that transparently puts our pay gap within the organization. So we have to be super accountable towards our teams, and we see that there is a gap that comes because, again, I'm giving a stereotype, men to be much more aggressive in negotiating their salaries on a 6 to 12 months basis, which is absolutely not the nature of many of our women talents. So we have to, again, put our managers and the teams accountable on, okay, you have to be aware of this gap and you have to be part of providing the solution so that we always stay fair and transparent. So then my last kind of pragmatic approach is that organizations, us, the ecosystem, we have kind of a higher chance of winning in this kind of battle because we're quite an open ecosystem when you look at other industries. So we need to keep that to continue the dialogue, to be called out. Recently, it was 3 weeks ago at one of our events in Africa. It was in South Africa. We were called out because none of the startup finalists were women. We refuse to do positive discrimination today, and I would be happy to engage in dialogue of those that believe it's necessary. I just had a corporate executive that was really mad at me for not pushing positive discrimination because she was telling me, for example, if you look at advisory boards, where now in many countries, we've made an obligation to have a percentage of women on the board. I was saying, yeah, but you're putting unready women at this level of position. And she was answering, trust me, there are so many unready men at that position. So it's not going to hurt anyone. And in most cases, women overperform. So I'm also rethinking what positive discrimination means and how we need to maybe also implement it on very specific cases. But I do believe we need to understand that you have to pay the upfront cost, which is actually a very big investment that you can actually reap the benefits in assuring that you have the right sourcing, you have the right retention mechanisms to grow these talents at their full potential. Because if you get the full potential of these talents that represent the diversity of your customers, of your investees, then you get usually the highest performance. Merci, Alizée. Non, c'est passionnant et on n'osait pas interrompre, mais du coup, il y aura ensuite des échanges avec la salle et puis vous pourrez compléter votre description et votre énoncé. Et du coup, Alizée évoquait au début de son speech la zone MENA et puis le pourcentage intéressant, même s'il est perfectible, de femmes en position de leadership. Ce qui me fait m'adresser à vous, Emmanuel Noutari, puisque vous êtes à la tête d'Anima, qui est une plateforme de coopération qui cible la zone Méditerranée, mais aussi des pays d'Afrique subsaharienne, même si à l'AFD, on parle de toute Afrique aujourd'hui, et notamment le Sénégal. Et j'avais du coup 2 questions pour vous, mais vous pourrez aussi aborder d'autres sujets. C'est que j'ai cru comprendre, vous avez expliqué que les femmes avaient joué un rôle important dans la naissance d'Anima. Et puis, ce qui serait intéressant aussi, que vous partagez avec nous, c'est votre expérience de l'accompagnement des femmes en zone Méditerranée, et puis de nous dire s'il y a une différence ou des particularités selon que vous travaillez en zone Méditerranée ou en Afrique subsaharienne, et notamment au Sénégal. Voilà, ce qui vous donnera aussi l'occasion de dire ce que vous faites pour accompagner les femmes.
Merci. Bonjour à tous et à toutes. Donc, oui, donc Anima, c'est une organisation internationale finalement qui a été créée il y a 10 ans dans le cadre de ce qui s'appelait le processus de Barcelone. Aujourd'hui, la politique de voisinage de l'Europe, et on est considéré comme une des spin-offs, des success stories de ce processus de Barcelone qui a donné lieu après à l'Union pour la Méditerranée, etc. Donc, vous connaissez la région du sud de la Méditerranée, Maroc, Tunisie, Algérie, Israël, Palestine, Liban, que des pays super, mais des pays qui s'entendent pas toujours entre eux. Donc créer une organisation internationale dans cette région, c'est souvent un défi. Et de mettre d'accord ces pays-là, c'est souvent un défi. Et effectivement, j'ai coutume de raconter que si Anima Investment Network, qui est aujourd'hui cette organisation basée à Marseille, mais avec une gouvernance qui associe 20 pays, 80 organisations de promotion de l'investissement, existe, c'est grâce aux femmes. Parce qu'à l'époque, c'était un projet de formation, finalement, de renforcement des capacités entre 2002 et 2007. Qui faisait qu'il y avait de l'assistance technique qui se déployait entre agences de promotion de ces différents pays. Et à la tête de ces agences, ou en tout cas figurant comme les correspondants du réseau Anima, c'était des femmes. Il y avait Wafa Sobi, qui était la vice-présidente du GAFI, l'agence égyptienne. Il y avait Fatma El Ranmi, qui s'occupait de l'agence tunisienne. Leila Spiti, de l'agence marocaine. Rachel Roui, l'agence israélienne. Bon, et toutes ces femmes, justement, se sont mises autour de la table. Alors, elles ont embarqué des hommes avec eux, justement, pour créer cette organisation en 2006 et créer l'association Anima, la basée à Marseille. Elles ont élu Leila Spiti comme première présidente de l'association en 2006. Ensuite, elles ont Wafa Sobi, l'égyptienne, a pris la présidence de l'association sur les années suivantes. Bon, et après seulement, les hommes se sont intéressés à cette organisation et sont venus briguer la présidence de l'association, et on s'est mis à avoir des présidents hommes. Mais le succès était déjà fait et déjà construit par des hommes. Et il se trouve que dans l'équipe Anima aussi, finalement, alors je ne sais pas si c'est une tendance du non-profit, du secteur du non-profit en général, du fait que peut-être que les femmes ont plus d'empathie que les hommes, et ce qui fait qu'elles se retournent vers ces secteurs à impact. Et ça serait intéressant de voir le personnel de l'AFD, comment il se répartit entre hommes et femmes, par exemple. Mais il se trouve que chez 50-50. 50-50. C'est 50-50 et on est tous dans les équipes investissement, pareil. Enfin, la répartition est la même en fait. D'accord. Chez nous, ça a toujours été à peu près 2 tiers de femmes qui dans le secrétariat. On est moins nombreux que l'AFD, mais on est une vingtaine de collaborateurs. Mais voilà, il y a toujours eu 2 tiers de femmes. Donc finalement, on peut dire vraiment que Anima, ce qu'elle est aujourd'hui, c'est grâce aux femmes qu'elle le doit, notamment à celles qui l'ont fondée, mais toutes celles qui ont travaillé. Alors effectivement, on est une agence de coopération, on travaille à l'attractivité, au développement économique des pays du sud de la Méditerranée, et on monte plusieurs initiatives voilà, pour accélérer cette région. Une des initiatives récentes qu'on a lancées, c'est The Next Society, un grand programme de promotion des écosystèmes d'innovation avec un accélérateur de start-up notamment. Et donc chaque année, on a une promotion de start-up. On recrute chaque année des start-up à accompagner, notamment dans le premier rideau de la région MENA. Alors nous, on a à peu près 15% de candidatures féminines dans les entrepreneurs qui viennent nous voir. C'est un peu moins que... Enfin, ça correspond à peu près au taux que tu as cité, je crois, Alizé. C'est moins que les 25% africains, je le constate, donc ça veut dire que voilà. C'est mieux que... En fait, c'est un biais qui est effectivement souligné dans cette étude, que ce différentiel entre, par exemple, l'Afrique du Sud et la zone MENA, il y a effectivement, on est loin des 25%, mais en revanche, en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, on est au-dessus de ces 25%. Donc en fait, c'est vrai qu'il y a des disparités culturelles très fortes sur le continent, notamment liées à des aspects culturels ou religieux. Enfin, c'est assez frappant en fait. Voilà. Et c'est mieux que ce qui se passe en France et en Europe en particulier, puisqu'on a, tu disais 6%. 6% en Europe. Je crois qu'il y a moins de 10% des entrepreneurs qui sont incubés dans les incubateurs français qui sont des femmes aussi. Donc les taux sont assez faibles. Et il faut se poser la question. Ce qui est
ce qui est intéressant, donc nous, par rapport à ces taux de candidature, nous, on s'est fixé comme objectif d'avoir 30% d'entrepreneurs féminins accompagnés par nos programmes. Ça veut dire qu'on fait de la discrimination positive. On n'a que 15% de candidatures et effectivement, on s'oblige à avoir 30%. Et j'avoue qu'on n'y est pas là aujourd'hui parce qu'on cherche quand même à avoir les meilleurs projets. Donc pour l'instant, on prend les meilleurs projets, mais on a un programme qui va se dérouler pendant plusieurs années et on va faire remonter ce taux. Mais ce qui va nous obliger à faire du sourcing positif ou du capacity building spécifique pour avoir des projets de femmes, parce qu'effectivement, on s'est donné cet objectif de 30% d'entrepreneurs féminins. Ce qui est intéressant à voir côté européen, c'est que s'il y a seulement 6% ou 10% de femmes incubées, etc., si on regarde les micro-entreprises, auto-entrepreneurs, micro-entreprises, ça représente 40% les femmes. Donc c'est énorme. Donc c'est exactement ce que tu disais, Isadora, au début. Il y a un enjeu de passage à l'échelle et il y a un enjeu de... alors, il faut se poser la question, est-ce qu'il y a une envie de passage à l'échelle? Parce que les femmes ont aussi la responsabilité de la maternité, etc. Enfin, et une vie aussi de maternité à construire pour beaucoup d'entre elles. Ça les intéresse. Et donc, c'est pour ça qu'elles brident peut-être leur carrière entrepreneuriale pour pouvoir concilier les deux. C'est pour ça qu'elles restent dans des projets micro-entrepreneurs. Ça, franchement, c'est des questions que je pose. J'en fais pas une analyse, hein, mais voilà. Et peut-être un rapport à la culpabilité qui n'est pas le même que celui des hommes par rapport à le lien vie familiale, vie professionnelle, qui fait qu'elles sont peut-être moins engagées dans des aventures entrepreneuriales scale-up explosives, je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit qu'il y a vraiment un gap entre 40% de micro-entreprises, c'est des femmes, et seulement 6% d'entrepreneurs, ou en tout cas 10%, mettons, d'entrepreneurs qui sont incubés, qui sont des femmes. Et là, il y a évidemment un sujet. Merci beaucoup, Zolika. J'avais juste une question, mais avant de passer la parole, est-ce que vous avez constaté une évolution en termes de secteur? Est-ce qu'aujourd'hui, les femmes chefs d'entreprise, qu'il s'agisse de micro-entreprises ou d'entreprises de taille plus importante, est-ce qu'en termes de secteur, il y a une évolution ou pas? Alors pas une évolution parce que je n'ai pas beaucoup d'ancienneté dans les programmes d'accélération de start-up, mais sur les secteurs, clairement, il y a ce que je disais, ce sujet de l'empathie, et de l'impact. Effectivement, The Next Society, c'est une initiative qui veut promouvoir et révéler des innovations qui vont changer le monde, hein, qui vont changer au moins les pays dans lesquels les entrepreneurs se positionnent, donc sur ces enjeux environnementaux, d'éducation, de dépendance alimentaire, etc. Et on voit que tous les projets qui se rapprochent de la sphère impact social, etc., sont plus souvent portés par des femmes que par les hommes. Donc c'est là qu'on peut dire qu'il peut y avoir une tendance sectorielle, et c'est une réalité. Je pense à certains projets, notamment en Palestine, qui sont très, très illustratifs de ce que je viens de dire. D'accord, merci. Merci Emmanuel. Donc, merci beaucoup. Juste pour, dans cette fameuse étude de Women in Africa, il y a justement un statement qui, moi, a retenu beaucoup mon attention sur le fait qu'en fait, il n'y a pas de corrélation entre la maternité et la capacité et la volonté d'entreprendre, et que le sujet, il est bien au niveau du scale-up et de la confiance que veulent bien mettre les investisseurs dans le passage à l'échelle. Une autre étude qui est sortie récemment qui a fait une étude sémantique de la façon dont les investisseurs s'adressent aux femmes. En fait, en due deal, un investisseur, quand il voit une femme, il va parler que risk mitigation, très peu scale-up. C'est-à-dire qu'il ne va pas du tout dire alors comment tu veux adresser ton marché, enfin, comme il le fait avec les hommes. C'est-à-dire qu'avec les hommes, ce que disait Alizée, c'est que tout de suite, il va lui parler growth, il va lui parler tout de suite de traction, de termes comme ça. Alors que pour une femme, dans la due deal, il va lui dire comment tu fais pour faire attention à ci, faire attention à ça. Donc en fait, l'investisseur a un biais total. Et en plus, comme il y a assez peu de femmes dans le monde des investisseurs, ce qui est intéressant aussi, c'est... donc en fait, il n'y a pas vraiment, je pense qu'au niveau du scale-up, c'est plutôt donner les moyens, en fait. Et ce que je trouve intéressant, donc je voulais que Amel et Meret, qui sont toutes les deux en fait à l'initiative de réseaux justement d'entrepreneurs portés par des femmes, et donc un peu comme Anima a été au départ porté par des femmes, j'aurais aimé entendre justement votre témoignage là-dessus et sur la façon dont vous,
au sein de vos communautés, en fait, vous voyez, finalement, vous travaillez sur les femmes, mais ce que je trouve très intéressant, c'est que vous avez une approche diversité, en fait. C'est-à-dire que vous avez le constat, quand même, c'est que le monde de l'entrepreneuriat, c'est très masculin et c'est très, on va dire, monoprofil, pour le dire comme ça. Et en fait, on se rend compte que c'est sur le terrain de la diversité, en fait, que les choses se passent et comment on fait pour faire émerger des profils qui font peur parce qu'ils sont différents et à qui ils font peur beaucoup aux investisseurs, en fait, qui n'aiment pas la différence et qui raisonnent de trop souvent avec des critères figés. Donc, Amel, peut-être, est-ce que tu peux partager avec nous ton expérience en Tunisie et ensuite, Meret, donner un regard croisé sur ton réseau en France qui travaille là-dessus, en fait. Merci. Excellent. Merci Isadora. Au fait, je suis là au nom de l'association Tunisian Startups qui a été cofondée par des entrepreneurs que je préside aujourd'hui. Et donc, dans ce cas de ce network, c'est une réalité qu'il n'y a pas suffisamment de femmes entrepreneurs. On n'a pas les statistiques exactes, mais on compte à peu près 10 à 15% de femmes entrepreneurs dans notre réseau. Bon, la question aujourd'hui, les personnes qui ont le lead dans cette communauté et qui font changer les choses sont des femmes. En tout cas, beaucoup d'entre eux sont des femmes. Donc la question est, est-ce qu'on se pose trop la question, est-ce qu'on devrait passer beaucoup de temps à se poser la question ou we just go and do it? Et c'est ce qui se passe actuellement. Donc la Tunisie est un pays qui illustre cette dichotomie entre l'entrepreneuriat quand il y a des femmes founders est beaucoup plus rentable, donc la start-up est beaucoup plus profitable. C'est vrai que par exemple en Tunisie on a 60% de diplômés ingénieurs qui sont des femmes. Donc 60% des étudiants sont déjà des femmes et les femmes sont outperform men en général. Donc elles ont des résultats bien meilleurs, mais elles disparaissent très rapidement du monde du travail. Et puis par ailleurs, donc la question qu'on se pose, c'est aujourd'hui pourquoi cette disparité, bien que les ingrédients de réussite sont là, parce qu'en comparaison avec l'Europe par exemple, il n'y a pas suffisamment de pipeline en femmes en tech. Donc si vous regardez les études d'ingénieurs, il n'y aura pas suffisamment de femmes déjà dès le départ. Donc par contre en Tunisie et dans plusieurs pays arabes d'ailleurs, il y a suffisamment de femmes dans les tech, dans les STEM. Et la question, comment est-ce qu'on peut justement assurer cette conversion et comment ces femmes peuvent devenir entrepreneurs, sachant que les études démontrent que leur envie d'entreprendre est là et qu'elles n'ont pas réellement peur, qu'elles n'ont pas peur de prendre des risques. C'est vrai qu'elles ont un comportement différent en termes de business management et en termes de comment elles gèrent, comment elles délèguent. Elles ont tendance à déléguer, par exemple, le business development plutôt que de déléguer les tâches autour. C'était une des raisons, c'est apparemment des raisons pourquoi les business disparaissent, on n'arrive pas à réussir, parce que les femmes se mettent en deuxième rang quand il s'agit de business dev, justement parce qu'elles ont peur de cette agressivité qui est liée avec la business dev dans un monde typiquement très masculin. Donc si on revient en fin de compte à l'interlocuteur, les femmes lèvent moins d'argent systématiquement. Donc statistiquement, il y a 1 million, déjà aux États-Unis, je ne sais pas si on a des statistiques en Afrique, j'ai pas réussi à en trouver, mais systématiquement 1 million en moins par start-up par levée de fonds. Et donc, et ça a bien entendu des répercussions sur sa capacité to scale up. Bien entendu, parce que de l'autre côté, les investisseurs ont une sensibilité par rapport. Les femmes ont tendance à proposer des thèmes qu'elles ont des solutions à des problèmes qu'elles ont rencontrés dans leur vie quotidienne. Et donc, c'est des thèmes qui ne sont pas très perceptibles, très compréhensibles par des investisseurs hommes. Et c'est plus de 90% des investisseurs qui sont des hommes, justement. Par ailleurs, justement, le choix du langage et ce conditionnement du monde de l'investissement dans la start-up qui suppose que 2 sur 10 des start-up vont réussir. Et donc, les investisseurs hommes vont chercher à trouver ces outliers, ces super start-up qui vont faire les prochains Facebook. Et donc, ils ont tendance à ignorer ou à laisser de côté les business qui sont présentés comme business solides, avec des projections réalistes, qui sont typiquement la manière des femmes de présenter leur business. Il y a un autre comportement typique aussi, c'est que dès que les femmes sont challengées par rapport à une composante de leur projection ou de leur business, elles ont tendance à prendre ça comme du feedback légitime.
et que les investisseurs auraient probablement raison. Et donc, elles n'ont pas réellement tendance à défendre leur business ou leur projection jusqu'au bout. Ce que j'entends, c'est qu'en fait, il y a un vrai sujet leadership, en fait, quelque part, Amel. Donc, en Tunisie, c'est ce que tu dis, c'est qu'en fait, quand tu crées un réseau qui vient du terrain, en fait, c'est pas un réseau féminin, c'est un réseau d'entrepreneurs, en fait, qui a été créé en Tunisie. Tu constates que les femmes qui prennent, quand on les autorise et quand on est dans quelque chose d'écosystémique et de bienveillant, on va dire, d'une certaine façon, les femmes prennent le leadership naturellement, et que c'est ensuite, que quelque part, quand tu sors de cet environnement-là, tu disais, on peut avoir un feedback, elle considère que les investisseurs sont légitimes à donner du feedback au lieu d'être suffisamment en réassurance pour dire, OK, c'est ton point de vue, mais c'est pas forcément la vérité, quoi. Et effectivement, c'est un peu schizophrène comme environnement, en fait. C'est un environnement qui encourage la femme. Donc, en Tunisie, on célèbre la femme qui entreprend, on célèbre la femme qui réussit, mais on célèbre la femme qui excelle en maths et en sciences, par exemple. Mais par ailleurs, dès qu'elle est là pour demander du financement, on la challenge à la manière qui est, comme on l'entend justement dans toutes les expériences partout dans le monde, et comme elle a tendance à reculer et à ne pas réellement avancer d'une manière agressive dans sa requête ou dans sa demande, les choses, it just doesn't happen. On constate ça au niveau de la start-up, mais aussi au niveau de l'entrepreneuriat classique, où la levée de fonds se fait au niveau de la banque, par exemple. Les femmes sont appelées à présenter des garanties qui sont très souvent bien supérieures aux garanties qui sont demandées aux hommes. Et comme les femmes possèdent bien moins de biens matériels à mettre en garantie, eh bien, voilà, elles n'arrivent pas à obtenir les crédits nécessaires pour tout scale up leur business. Donc, justement, ce qu'on peut faire ici, c'est raise awareness systématiquement. Ouais, donc, peut-être commencer par ceux who sign the checks, donc ceux qui les investisseurs, parce que c'est là où le déclic pourrait se passer. Au fait, expliquer aux entrepreneurs, aux investisseurs, mais aussi aux entrepreneurs que avoir des femmes dans l'équipe cofondatrice is a positive business case, que ça apporte une expérience, une perspective différente, mais que ça a systématiquement un impact positif sur la profitabilité du business en soi. Et donc, justement, find women co-founders. Merci beaucoup, Amel, pour ce témoignage. C'est intéressant parce que Melinda Gates a fait un grand speech en disant qu'ils n'investiraient plus. Ils ont créé un véhicule qui n'investira plus un seul dollar dans une entreprise dont le board n'est pas mixte. Donc, ce n'est pas du tout une question de... C'est vraiment le rapport à la diversité des profils au sein du management. Et toi, donc, Meret, on voulait partager avec toi, justement, quand on parlait tout à l'heure d'empowerment et de awareness, c'est vraiment comme ça qu'est né Digital Ladies and Allies. C'est sur cet aspect awareness et ce constat qu'on manquait de diversité dans la tech, dans les métiers de la tech. Oui, en effet, Digital Ladies and Allies, c'est un do tank parce qu'elle est composée de doers. Au départ, une bande d'amis, experts de numérique, auxquels se sont associés également des allies, donc des hommes, parce que nous tenons beaucoup à la mixité, la diversité. Alors, évidemment, tous partageant les mêmes valeurs d'entraide, de solidarité et la conviction qu'il faut en particulier développer, accroître le nombre et la visibilité des femmes dans la tech. Aujourd'hui, moi-même, alors c'est parti aussi d'un constat personnel, je suis informaticienne de formation, j'ai beaucoup œuvré dans la tech dans les années 90, maintenant je suis plus dans des métiers plus stratégiques, et le constat est le suivant, c'est que c'est même pas qu'une évolution lente, c'est plutôt même une baisse en fait de nombre de jeunes femmes qui choisissent d'aller vers ce type d'orientation, en fait par méconnaissance de quoi on parle. C'est grave parce que nous sommes aujourd'hui en train de vivre en fait une 4e révolution industrielle. Nous le savons tous, il faut absolument que les femmes participent à créer le monde de demain, le monde que nous souhaitons évidemment meilleur et que nous tirons tous les bénéfices des nouvelles technologies pour créer ce monde meilleur. Donc la diversité, oui, les femmes, tout simplement parce qu'aujourd'hui d'abord, elles sont là, elles ne sont pas suffisamment visibles et on ne leur fait pas suffisamment confiance aussi, notamment en termes d'investissement, etc. Donc
nous en sommes où actuellement? Nous écrivons ensemble un livre blanc que nous allons remettre au gouvernement en janvier, tout simplement parce que voilà, si on est là tous ensemble, nous avons tous un agenda très chargé. Donc si on est prêt à consacrer du temps sur le sujet, c'est bien pour bouger les lignes et donc taper entre guillemets là où il faut, que ce soit côté public ou privé. Alors, nos actions que nous avons commencé à tirer finalement de ce livret blanc coécrit par l'ensemble de membres, nous sommes à peu près 280 personnes aujourd'hui, hommes et femmes. Et alors, nos actions vont bien sûr partir de l'éducation. On a beaucoup parlé d'éducation aujourd'hui parce que c'est vrai que il faut commencer très jeune. Il faut commencer dès les plus jeunes âges. Et ensuite... nous avons un sujet qui est la formation continue, parce qu'il n'y a pas d'âge finalement pour développer ses compétences dans la tech. C'est vrai pour les hommes, c'est vrai pour les femmes en particulier, qui parfois hésitent un petit peu plus peut-être à vraiment embrasser les sujets tech. Or, ça donne un poids supplémentaire, notamment quand nous voulons nous lancer dans une aventure entrepreneuriale. Troisième axe, c'est la visibilité, bien sûr. Car il y a aujourd'hui, bien sûr, des magnifiques expériences à mettre en avant. Et enfin, l'attractivité du secteur, et c'est là la responsabilité aussi des entreprises, c'est bien sûr de rendre le secteur et les entreprises tech attractives de manière diversité, de manière générale, et pour les femmes en particulier. C'est fini? Enfin, pardon, non, je peux parler toute l'après-midi, mais je vais laisser un peu la parole aux autres. Je réagirai plutôt aux propos des autres. D'accord. Alors, Kémissi, je devais parler en anglais, mais voilà. Compte tenu de mon accent, je préfère parler en français. Hein. Je ne suis pas assez... une table ronde sur le féminisme, pour le coup, je ne joue pas le jeu. Non. Et donc, Kémissi, vous êtes dans un secteur où finalement les femmes jouent un rôle très important parce qu'elles consomment. Alors moi, je suis par l'approche consommation, puisque c'est les industries culturelles et créatives, et finalement les femmes sont extrêmement importantes parce que ce sont les consommatrices, elles sont nombreuses parce qu'elles produisent, il y a beaucoup de capital humain, mais est-ce qu'elles sont très présentes en tant que femmes leaders à la tête des industries ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce qui fait que vous êtes intéressée au secteur des industries culturelles et créatives en tant que femme? Thank you. Thank you very much. I'll just do a quick introduction. My name's Yemisi, and I occupy mainly the creative industries, and we have a lot of intersection with people across tech and digital. And to answer your question, absolutely, the creative industries has some of the most powerful female leaders within it, and they are not just pushing the way, but they are actually influencing other sectors as well. So when we look at, say, film, music industries, fashion industry, the changes that are happening in the fashion industry because of the push, the desire within a woman to create different working environments means that we've got a lot more sustainable practices in fashion. And other sectors are looking to the fashion industry in the way it works and operates in terms of working hours, equal pay, you know, all these different issues that occur across, you know, the planet, not just affecting Africa. So they're not just dominating their space, they're dominating the narrative. But I wanted to pull back a bit in terms of what we're discussing with women leading Africa in terms of entrepreneurship. And, my agency, Hatch Ideas, was set up specifically to support the individual to realize an idea, to turn that idea into reality. And as a female entrepreneur, I came across so many barriers that I had to design a whole agency to support other people to overcome these barriers. And, the truth of the matter is that because I was looking at it from, yes, a female-led bias, it's become a place of inclusion. So we have as much men and women benefiting from the support that we provide.
And we create a situation where we can offer things like consultancy. We've talked about mentoring. We've talked about leadership training. These are the things that people need, especially women, if you want to balance your life and your personal aspirations with the problem you're trying to solve, you know, with the obstacles that you face. But we have technical support because there are issues of scaling that we've already spoken about. But we don't have to look at them and just think this is the technical space of men. Everybody wants structured support. And then we also look at access to finance, and we try to educate the ecosystem. And I'm very happy to hear about the fact that we're trying to be a bit more biased and more active in terms of how we support people and realize the situation that women have to face and the way they like to engage with money and the communication they have with money. So we need to do this if we want to have a progressive world, period. But in terms of like something tangible, so I'm actually here with a program called IADA Lab, which is a wonderful situation where we have Institut Français and the Goethe have come together and they recognize the support that cultural, creative, and digital entrepreneurs need. They need a situation whereby not only is the solution that they're trying to solve, is their vision is they help them realize it, but they need that coaching, that hand-holding, and they need to be amongst their peers and people who can help them as well. And I think the more we create these inclusive training opportunities, we will see more inclusion. I'm happy to say that the program has 60% female, and I think because the creative industries is a natural place for women, for better or for worse, it's a natural place for women. It's where, especially across Africa, it's where our skill set lies. We think about the clothes we wear, you know, who made them. We think about just content, storytelling, which is translated into film, songs. This is the natural domain. But my issue is that we have, for instance, some fantastic entrepreneurs on this program who are women, and the solutions they've come up with, I will point some out. Mabel, she's working with reclaimed items in order to turn them into quality fashion items like shoes and jewelry. And she's supporting people from the disabled community. So she's got a social impact as well. But she will stagnate if we do not value what she does. And this is the problem. We do not value the impact that the domain of the woman, the creative industries, has globally. And the reason I say we don't value it is that where's the time and money and resource being poured into that? If we valued it, then I wouldn't be here, you know? So we need to be in a situation whereby we recognize fully that spaces, when we create spaces in tech, in digital, we have to have an acceptance. There needs to be a balance for women. I'm a mother. I work probably 5 o'clock in the morning until 8, look after my family, and then I'll naturally start again at 4. There should not be a problem with that. But unfortunately, this is the barriers that I face, and I have to coach people in my space to be able to argue their case, and so that they can say, no, it is valuable for me to work in this way. The end product is as valuable. So we need to, in conclusion, it's very much, let's value the spaces that women occupy, and let's show that value in our intention, and not just in conversation. Thank you very much for this testimony. Je vais repasser en français. Merci beaucoup. Ce que j'entends beaucoup, en fait, c'est que d'une certaine façon, on est vraiment tous en train de se dire, ça existe déjà, il y a beaucoup de femmes qui entreprennent en Afrique, qui montrent la voie, et d'une certaine façon, Aïssata Diakité, toi qui es entrepreneuse, je vais te donner mon micro tout de suite. En fait, donc toi, tu es une femme entrepreneuse en Afrique,
en phase de scale-up. Donc c'est intéressant parce que tous les témoignages qu'on a eu ici, finalement, on a beaucoup parlé de toi d'une certaine façon et de ce moment où tu as entrepris, tu es à la tête de ton entreprise qui fonctionne très bien, tu vas nous donner des chiffres qui sont impressionnants sur la phase de croissance. C'était à ce moment-là justement dont on parle, où tu as besoin de fuel. Je crois qu'en termes de leadership, etc., ça va, tout va bien. Tu es vraiment à ce moment où finalement tu es en scale-up et toutes les conditions sont réunies pour que tu passes à l'échelle. Et qu'est-ce que ça t'inspire? J'aimerais entendre, je crois qu'on aimerait tous entendre ce que ça t'inspire, tout ça, et comment toi tu perçois en fait les réactions notamment des investisseurs, mais même des partenaires à ce moment en fait de ton entreprise où tu es en scale-up. Merci beaucoup pour la question. Et avant de répondre à la question, je vais un tout petit peu parler de l'entreprise, de ce que je fais concrètement. Et justement, ce passage à l'échelle actuellement, mon ressenti en tant que jeune femme africaine qui évolue sur le continent et je dirais plus très internationale parce que je ping-pong entre les deux continents. Et donc, la société, c'est au Mali, c'est Zaban Holding, qui est une entreprise agroalimentaire équitable, mais vraiment positionnée sur toute la chaîne de valeur. Et l'entreprise, actuellement, l'entreprise a 3 ans. Et le projet Zaban en tant que tel a 8 ans en fait. Et j'ai d'abord commencé à développer le projet et à chercher des partenaires de gauche à droite sur toute la chaîne de valeur. Et quand ça a été, j'ai trouvé que c'était bon et j'ai lancé l'entreprise, d'où une croissance assez rapide en fait parce que le projet a été lancé assez mûr. Et pour résumer l'entreprise aujourd'hui, on est sur une chaîne de valeur et on travaille avec plus de 5000 petits exploitants agricoles. Et à travers le Mali, à commencer par la région de Mopti jusqu'à Caille. Et nous, on valorise essentiellement les super fruits, les fleurs, les feuilles et les tiges, et qui sont souvent utilisés dans la médecine traditionnelle. Et actuellement, on en fait des boissons, donc une gamme de jus assez nutritionnels et naturels qu'on propose sur le marché local et international. Et l'entreprise embauche aujourd'hui environ 65 personnes, 35 emplois directs, entre différents services, marketing, communication, production et finance, comptabilité. Et on n'a pas un problème de marché. Le fait que je suis jeune femme, c'est sur le constat sur le continent, c'est que la plupart des parties prenantes ne savent pas faire avec nous. Ils nous mettent sur une case. Avec beaucoup d'empathie, je m'assois souvent, j'essaye de les comprendre, qu'est-ce qu'ils vont faire. Et même quand on se retrouve souvent à l'international, c'est que je vais plus collaborer avec d'autres personnes, mais en tant que les acteurs d'Afrique francophone, notamment d'Afrique de l'Ouest, et notamment du secteur privé ou d'autres aussi, publics, c'est beaucoup d'hommes qui sont décideurs et qui sont à la tête. Et quand ils nous voient, ils ne savent pas comment faire avec nous. Ils nous voient moi souvent comme une petite fille, et comme une jeune, comme une femme, mais pas vraiment souvent qui a des compétences, qui a une entreprise et qui peut faire des choses. Et souvent, quand on se retrouve autour de certaines tables avec certains décideurs, parce qu'aujourd'hui, que ce soit tous les bailleurs internationaux qui viennent pour prendre des décisions, je suis souvent appelée autour de la table pour parler de l'environnement des affaires, d'être force de proposition. Et qu'est-ce qu'elle fait là, en fait ? C'est souvent ça, le constat. Mais bon, et je fais aussi... Notre force, c'est que c'est une nouvelle génération ultra connectée et qui a une connaissance du terrain. Ça fait que l'entreprise croît. Et on est au Mali, mais on ne reste pas qu'au Mali, en fait. Il y a des choses que j'ai écrites dans le projet il y a 5 ans. C'était de s'attaquer au marché de la France à partir de 2022, d'être au Sénégal ou en Côte d'Ivoire à partir de 2020. Mais c'est impossible parce qu'on est connecté. On est dans un monde en plein vers la transition économique. Donc, le produit est demandé. Et quand il est demandé, on fait quoi? On l'envoie, en fait. Et le marché est réel. Donc, pour lever des fonds, et déjà, mon entreprise a démarré avec beaucoup d'apports personnels. Et Zaban, on a gagné environ 14 prix à l'international. C'est des capitaux qui m'ont permis, couplés avec de l'apport personnel, pour démarrer l'entreprise. Et aussi négocier avec les banques au niveau local pour pouvoir contracter un prêt à un moment donné parce qu'on en avait besoin. Et au début, déjà, on me demandait, est-ce que tu es mariée?
qui est ton père? Et en fait, c'est des questions tout bêtes qu'on me pose des fois, en fait. Et je n'ai pas encore 30 ans et je ne suis pas encore mariée. Et c'est toujours, mais pourquoi tu ne te maries pas? Et pourquoi? En fait, c'est des questions qu'on ne pose pas à un homme, en fait. Souvent, j'ai dit, si j'étais vraiment un garçon, et avec l'ambition que j'ai et les réalités qu'on a sur les terrains et l'expertise qu'on a sur la chaîne de valeur, je serais sur la Lune peut-être, en fait. Mais ce n'est pas évident. Et donc, c'est la réalité. Mais le constat que j'ai, c'est que dans la sous-région africaine, l'économie est quand même détenue par les femmes. Même les décisions sont prises par les hommes. Et nous, depuis un début d'année, on est rentré dans un projet public-privé sur le renforcement de notre chaîne de valeur, la certification bio, la formation et l'autonomisation des femmes. Et ces projets-là, rien que sur 2 filières, l'objectif d'ici fin 2020, c'est d'impacter 10 000 femmes. En une année, cette année, d'impacter 20 000 femmes plutôt. En une année, cette année, on a impacté depuis le début d'année 8 000 femmes dans la région de Sikasso qu'on a formées, qu'on a équipées et qui sont en train qui travaillent sur la collecte, la qualité de nos produits. Et souvent même durant la saison des mangues, sinon on va chercher nos mangues dans la zone agricole et c'est la femme et ses enfants qui vont me faire les quêtes. Et quand on donne l'argent, c'est le mari qui prend. Donc c'est les réalités qui sont là et il faut que sur le continent on fasse pas des programmes. Il faut qu'on arrive, que les hommes arrivent à voir les femmes autrement que la femme au foyer, la femme soumise. Mais même quand elle a des diplômes, il y a encore un gap qui est là. Mais bon, je reste assez optimiste. Je pense que dans quelques années, ça va changer parce qu'il y a pas mal de jeunes entrepreneurs femmes et qui sont dans l'innovation, qui ont des beaux projets, des belles entreprises qui croient. Et je pense que ça va changer, en fait. Merci beaucoup, Aïssata, de finir sur une touche positive. Ça, c'est ce que tu décris, en fait, c'est pas réservé au continent africain. Je crois qu'on peut dire que c'est malheureusement très partagé. Et on dit souvent qu'un homme qui mène une bonne négociation, c'est un bon businessman, alors qu'une femme qui mène une bonne négociation, elle est forcément agressive. Je dis ça parce que je l'ai vécu pour avoir été longtemps investisseur femme. Quand on s'est négocié, très souvent ça se termine comme « là là, elle est dure, elle est agressive, mais pas dans le bon sens ». Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez commun dans le monde des affaires. Moi, je vois aussi une touche positive, c'est que l'impact, le purpose, aujourd'hui, tout le monde se dit qu'il faut remettre un peu d'impact sociétal parce qu'on commence à avoir peur avec tout ce qu'on nous annonce là, de la fin du monde, etc. Donc on dit qu'il faut remettre du purpose dans le business. Et je pense que là, pour le coup, on a bien décrit que c'était finalement les entreprises qui sont créées, gérées par les femmes et qui grandissent, elles sont très inclusives en fait. Elles sont, plusieurs études le montrent d'ailleurs, qu'il y a une forme d'inclusion assez naturelle en fait dans la façon dont les femmes gèrent, font grandir leur entreprise. Elles sont très attachées à ça. Donc, je vais donner la lourde tâche à Jacques de conclure C'est pas vraiment le conclure, en fait. On s'est dit qu'avant de lancer l'échange avec la salle, c'était intéressant que tu puisses peut-être donner en wrap-up, un peu en bon français, ce que tu retiens, les petites... les takeaways, les quelques enseignements de cette table avec un regard un peu de recul. Donc, Jacques de Inco, qui va nous donner son regard et nous parler du Digital Challenge. Ouais, alors c'est pas une tâche facile, je me sens un peu tout petit parce que déjà c'est l'homme qui conclut, enfin déjà. Ensuite, après je passe après des entrepreneuses absolument formidables. Voilà, donc je sais pas si je vais pas avoir la prétention de conclure parce que voilà, les propos étaient très impactants, très intéressants. Peut-être 2 mots juste sur Inco pour voilà, comprendre ce que je fais sur cette table ronde. En fait, Inco, c'est une entreprise française qui a 3 métiers. Le premier, on gère 200 millions pour investir dans des entreprises qui combinent performance économique et impact social et environnemental fort. Voilà, quand on investit, on regarde à la fois la performance économique de l'entreprise, mais aussi sa performance sociale et environnementale, et on regarde ça à 50-50 d'une manière strictement égale. On a un deuxième métier qui est celui de l'accélération. On a des accélérateurs un peu partout dans le monde. On est présent dans 28 pays, une dizaine de pays africains. On est présent aussi aux États-Unis, on est présent en Europe et un petit peu en Asie, bientôt en Australie. Donc pour accompagner ces mêmes entrepreneurs, donc plutôt des jeunes pousses qui souhaitent combiner l'aventure entrepreneuriale et en même temps avoir un impact sur leur communauté, la société dans laquelle ils vivent. Et puis on a un dernier métier qui est plus récent, qui est celui de la formation de publics plutôt fragiles, des femmes isolées, des jeunes des quartiers, des jeunes issus de milieux ruraux, des chômeurs de longue durée.
aux métiers de demain, des métiers qui seront massivement adossés à la tech qui détruit des emplois mais qui en crée. Et tout l'enjeu, c'est de pouvoir faire en sorte que ces nouveaux métiers soient accessibles à tous. Donc voilà pour Inco. Donc, comme je disais, on est très présent en Afrique et c'est vrai que je rejoins tout ce qui a été dit. On constate que le continent africain est vraiment une terre d'entrepreneuriat de manière générale et une terre d'entrepreneuriat féminin en particulier. On a 25% des femmes en âge de travailler en Afrique qui entreprennent. 50% des femmes en âge de travailler pensent créer leur entreprise dans les 5 ans à venir. C'est vrai que c'est souvent dans une économie informelle, une économie de subsistance. L'entrepreneuriat, c'est pas toujours un choix. C'est aussi parce qu'il y a un marché de l'emploi qui est pas toujours très développé et il faut bien vivre, il faut bien nourrir sa famille. Donc du coup, on entreprend. Mais c'est aussi un continent où il y a 700 millions de mobinautes et d'internautes, beaucoup de digital natives et de plus en plus, pour qui le digital est effectivement quelque chose de naturel, puis sa plus tendre enfance. Et du coup, ce cocktail fait qu'effectivement, la tech d'un côté, des femmes qui entreprennent de l'autre, voilà, ça fait des très belles réussites comme Aïssata, comme Yemizi. Ça fait des réussites qui ne sont pas uniquement locales, ça fait des réussites continentales, voire internationales. Je pense à Fatoumata Ba qui a créé Jumia. Je pense à Katia Kendi Tomasi qui est une grande femme entrepreneur dans le domaine du cacao. Donc il y a vraiment des grandes figures aujourd'hui de l'entrepreneuriat en Afrique, un peu des géantes qui cachent une forêt de plein d'entrepreneuses. Et nous, ce qu'on souhaite à travers nos incubateurs et à travers le travail qu'on fait avec l'AFD, c'est quelque chose qui marche très bien en France, en Europe, aux États-Unis. Donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas en Afrique. C'est effectivement de faire émerger des rôles modèles, surtout de les valoriser, de les mettre en avant, de faire parler d'elles, parce qu'y compris en termes de communication, parfois les femmes s'autocensurent, alors que les hommes n'hésitent pas à parler à tort et à travers de leur réussite. Donc l'idée, c'est vraiment de valoriser ces réussites. Et ça, on le fait à travers un concours, la FD Digital Challenge, où cette année, on a mis un gros focus sur les femmes, à la fois promouvoir des entreprises portées par des femmes qui ont choisi la voie de l'entrepreneuriat comme une voie d'émancipation pour elles-mêmes, mais aussi pour leur communauté, pour avoir un impact positif sur leur communauté, sur leur environnement, sur le pays, et aussi promouvoir des initiatives entrepreneuriales, qu'elles soient portées par des hommes ou par des femmes, mais qui font avancer la cause des femmes en Afrique, qui brisent l'autocensure, qui brisent des tabous sociaux, des tabous économiques. J'ai beaucoup entendu, moi ce qui me marque à chaque fois, et c'est encore vrai en France aujourd'hui, c'est vrai sur le continent africain. Aujourd'hui, un banquier, quand il reçoit une femme, il va demander beaucoup plus de garanties à une femme qu'à un homme. Et ça, c'est absolument pas normal. Donc voilà, toutes ces initiatives qui contribuent aussi à briser ces tabous et faire que l'entrepreneuriat féminin en Afrique soit encore plus fort. Voilà, je ne vais pas m'étendre davantage. Merci beaucoup, Jacques. Donc, on va passer aux questions. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Moi, en attendant, en fait, j'aimerais bien faire réagir parce qu'on a beaucoup parlé programme, on a beaucoup parlé finalement de communauté. Moi, j'ai beaucoup entendu le fait que si vous voulez poser des questions, vous pouvez vous lever. Les micros sont là. Tous les micros, il y a 2 micros qui sont à votre disposition. On a beaucoup entendu, enfin j'ai beaucoup moi entendu le fait que de communauté, d'accompagnement, de faire changer les mentalités, mais dans une vraie démarche inclusive en fait, c'est-à-dire de surtout pas faire des programmes qui soient que pour les femmes ou que pour les hommes, mais d'être vraiment et d'y intégrer les investisseurs en fait. Donc moi j'aurais bien aimé entendre vos réactions quand parce que beaucoup d'entre vous à Alizé, donc vous à Seedstar, vous avez aussi cette activité d'investissement et tu en parlais tout à l'heure. Tu disais que vous faisiez changer de manière très volontariste en fait. Vos documents de due diligence et que vous preniez en compte. Donc j'aurais bien aimé avoir ton retour par rapport à tout ce qui s'est dit là, ton expérience toi dans le monde des investisseurs parce que ce constat-là, je pense qu'on l'a fait et que tout le monde est bien conscient de ça. Tu as donné des pistes concrètes, mais est-ce que tu constates une prise de conscience en fait dans le monde des investisseurs ? Oui, non, alors, la route est encore longue, mais il y a vraiment, par exemple, donc là, on avait fait un panel il y a 3 mois, et il y avait quand même 25 pays représentés, et tous les investisseurs, il y avait aussi un problème, disons, urgent de pipeline. Donc, c'était où est-ce qu'on trouve les deals. Beaucoup de gens, l'Afrique commence aussi à se développer beaucoup plus sur tout ce qui est le venture capital, donc il y a plus de fonds qui vont être déployés, et il faut trouver ces opportunités-là. Donc, si
la façon dont on les source, la façon dont on fait la due diligence ne fonctionne plus pour toute une partie d'opportunités cachées, entre guillemets, bien évidemment, plein d'investisseurs se posent la question, est-ce qu'on parle de la bonne façon? Est-ce qu'on interagit avec les bons réseaux? Est-ce que les différents événements représentent seulement une partie des écosystèmes? Et aussi, quand on fait de l'investissement dans des pays émergents et sur le continent africain, je rencontre peu d'investisseurs qui n'ont pas ce concept de purpose. Donc la thèse d'investissement impact, quand je parle du early stage investissement, après tout ce qui est PE, c'est une autre discussion, il y a toujours une forte compréhension de la thèse d'impact. Et dans la thèse d'impact, il y a aussi une certaine empathie et connaissance sur quels sont les groupes de minorités et quelles sont aussi les opportunités à saisir à aider ces entreprises qui ont été, par exemple, fondées par des femmes à croître. Donc, je suis assez optimiste de ce qui se passe. Après, je pense qu'effectivement, on voit que les différences entre les pays dans le continent africain, on commence de plus ou moins loin. Donc nous, on se retrouve dans des pays où on pense même pas, on en parlait avec Emmanuel, on pense même pas à accélérer des sociétés. On en est au stade préface, il faut accélérer des talents. Il faut aller dans les écoles et dire aux femmes, mais comme aux hommes, il faut leur donner tout un skill set parce qu'il y a un gros gap au niveau de l'éducation. Il va falloir que nous, le secteur privé, on y participe. Donc je suis très positive, il y a des actions concrètes. Il faut continuer à parler et communiquer de quels sont les biais, des biais souvent inconscients, plus ou moins, selon les régions. Et j'espère qu'il faut continuer à créer le track record et ces role models pour que toute une génération veuille se lancer sans même hésiter. Moi, j'avais juste une question en termes... Oui, je voulais juste rajouter par rapport à l'aspect communauté qu'il faut aussi bien encourager, qu'il faut chercher à mener des actions qui sont systématiquement intentional, même dans les toutes petites actions de tous les jours. Par exemple, dans le cadre des activités de l'association, on veut s'assurer que dès qu'il y a un panel, on veut avoir un panel qui soit diverse, systématiquement. Dès qu'on est consulté par un programme international pour un speaker, on s'assure qu'on donne l'option speaker femme, speaker homme. Et on laisse le choix, bien entendu, en fonction des profils qui sont demandés. Donc, cette action positive est essentielle. Le fait qu'on soit sur des communautés qui soient diverses ne veut pas dire non plus que les communautés femmes uniquement, femmes only, ne sont pas essentielles aussi. Je pense que c'est des environnements qui sont très importants parce que ça crée une sorte de safe space, d'un environnement de confiance justement, qui permet aux femmes de créer un network à leur manière éventuellement, comme une première étape éventuellement pour trouver des multiplicateurs qui peuvent leur donner des accès à d'autres networks. L'opportunité qu'on a aujourd'hui grâce à cette transformation digitale, c'est que tout le monde est au même stage, en fin de compte. Ce que j'essaie personnellement de dire à toutes les étudiantes que je rencontre, qu'il y a 3 ans, il n'y avait rien qui s'appelait blockchain. Aujourd'hui, je connais plein de jeunes hommes, principalement, qui se proclament experts blockchain. Et ils le sont, effectivement, c'est des experts blockchain, parce qu'ils ont pris la peine ils ont identifié le trend, ils se sont positionnés sur ce trend-là, et ils ont appris tout seuls comment fonctionne cette technologie. Et ça n'a rien de très techy, sachant qu'on a suffisamment de femmes techy en Tunisie qui ont les capacités, les compétences de comprendre et d'analyser et d'en faire des use cases. Mais la chance qu'on a aujourd'hui, c'est d'avoir tous la même chance de se positionner sur ces tendances du numérique. Donc parfois, il va falloir donner un petit coup de pouce aux femmes qui dansent dans notre environnement. Donc des étudiantes, etc., les pousser un tout petit peu et très souvent aussi leur donner un peu de visibilité. Parce qu'elles n'ont pas tendance à raconter how amazing they are. Merci beaucoup, Amel. Emmanuel, tu voulais rajouter quelque chose? Ensuite, je vois qu'il y a une question. Moi, je voulais poser une question. Non, on a un débat chez Anima, pas entre les femmes et les hommes, mais aussi entre les femmes et les femmes, qui est, sur ces sujets, on fait de la discrimination positive, soit, mais est-ce qu'il faut faire des programmes pour les femmes?
mon avis est en train un peu d'évoluer en écoutant la discussion sur le problème des scale-up. Et donc, j'écouterai vos réponses avec intérêt sur est-ce que vous pensez que c'est pertinent de faire des programmes pour les femmes et lesquels à ce moment-là? J'ai exactement la même question. Bonjour, Pachou Christensen de l'accélérateur à The Camp, ici à Aix-en-Provence. Effectivement, 6-9%, c'est très très faible. Nous, on a été confrontés au même chiffre, en fait. On a même organisé un Women Pitch Contest pour essayer d'encourager les femmes à venir appliquer à notre programme d'incubation de 3 mois. Alizé, tu parlais beaucoup du sourcing, de faire un effort sur la formation très très jeune ou sur le sourcing, par exemple, en utilisant les bonnes plateformes, en utilisant les bons termes, le bon vocabulaire. Je pense qu'on a fait l'effort personnellement, cet effort-là, ça n'a pas abouti. Et donc là, on se pose la question, est-ce qu'on ne peut pas faire justement un effort sur le programme, sur le contenu du programme lui-même? Nous, on a un programme de 3 mois qui est en anglais, donc on a des entrepreneurs qui viennent d'un peu partout dans le monde. Et il semble difficile pour des femmes de venir passer 3 mois loin de leur famille, plus difficile que pour des hommes. On a eu un entrepreneur absolument génial qui s'appelle Jay Krishnan Pillai, qui a laissé finalement sa famille pendant 3 mois en Inde, sa famille l'a rejoint, etc. C'est difficilement envisageable pour une femme, ça c'est un fait, on ne peut pas changer ça, je pense. En revanche, est-ce qu'on ne peut pas créer des conditions un peu plus idéales pour que des femmes puissent rejoindre ces programmes d'incubation? Ça peut être... moi j'ai quelques idées en tête, notamment faire plus de choses en ligne. Mais vous, peut-être, j'aimerais beaucoup avoir votre réponse justement là-dessus aussi. Quelques idées. C'est toujours la même approche. On s'est posé les mêmes questions à l'interne parce qu'on commence à avoir des familles de plus en plus. Et c'est très difficile. Il y a forcément des gros changements au niveau court terme qui impactent la société. Et donc, même choix d'opportunités qu'on peut voir dans les boîtes dans lesquelles on investit ou les boîtes qu'on soutienne. On essaye au maximum de customiser. C'est très painful, mais on n'a pas trouvé d'autre réalité parce qu'on a essayé au maximum de faire en sorte que SeedStars reste une plateforme agile qui peut répondre aux besoins différents. Sachant que nous, depuis le départ, on a voulu être divers et on a voulu être mondial. Donc ça allait toujours être nos pain points. Donc on l'a embrace, si j'ose dire. Donc ça veut dire concrètement, si j'ai une femme en face de moi qui me dit « j'ai besoin de 6 mois for maternity » et on en parle en avance ensemble, on met en place un programme qui fait qu'elle peut croître au sein de SeedStars. Dans nos programmes d'accélération, ça a été la même chose. Donc on a toujours fait en sorte que la culture interne et les projets qu'on déploie, on puisse avoir une transparence de communication. Après, comment booster ça à l'échelle? On a effectivement des objectifs. On veut 30% des femmes au niveau des applications, on veut 25% au niveau des finalistes, on veut 30% des femmes dans nos programmes d'accélération. On demande de l'aide parce que c'est un coût énorme de capacity building. C'est vraiment mettre des ressources additionnelles à l'équipe existante. Il n'y a rien à dire. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Donc, on a trouvé des super partenaires privés et publics qui nous aident à mettre des ressources en place, à nous aider à augmenter ce pourcentage. Et après, on a vu dans chaque pays, on a mis tous nos sourcings sous le experimentation format. Donc, c'est-à-dire que on teste, mais on va à une vitesse à tester tous les channels. Parce que vraiment, il y a un problème de communication et à qui on s'adresse. Il y a une femme qui peut faire une super boîte, mais parce qu'elle n'a pas parlé de blockchain ou elle n'a pas parlé de artificial intelligence, qui la majorité des startups aujourd'hui dans ces pays-là, c'est un joli Excel ou algorithme derrière, mais elles sont dans ce milieu-là. C'est juste qu'elles ne parlent pas ces terminologies. Elles n'ont pas accès à ces réseaux de network. Mais elles sont là, donc il ne faut pas les sourcer à travers LinkedIn et des conférences de start-up. Il faut les sourcer dans des réseaux de PME, il faut les sourcer dans des réseaux universitaires, dans des réseaux parfois de femmes, parce qu'elles se sentent en confiance et il faut aussi garder ces moments de confiance. Mais c'est vrai que c'est un vrai coût de départ. Après, on a une meilleure performance du programme d'accélération au total. Mais donc nous on a aussi trouvé des partenaires qui nous ont aidés pour fueler cette initiative que je pense que vous faites très bien et que d'autres institutions publiques ou privées font.
Très rapidement, pour aller dans ce sens-là, on a aussi, nous noué un partenariat avec la Fondation Chanel pour pouvoir accélérer sur ces sujets, parce que dans nos incubateurs, dans certains pays, on ne fait pas mieux que les autres. Et du coup, effectivement, ça nécessite beaucoup de ressources, beaucoup de moyens supplémentaires pour faire en sorte qu'on puisse aller chercher davantage de femmes et qu'on puisse les accompagner de manière intelligente. Et sans forcément développer des programmes particuliers, en tout cas créer les conditions pour qu'il y ait des échanges entre femmes entrepreneurs. Vous disiez tout à l'heure, madame, toutes les difficultés en tant que femme que vous avez dû surmonter pour pouvoir y arriver et conduire votre aventure entrepreneuriale. Ce type d'obstacle, seule une femme peut en parler à une femme, parce que c'est des expériences concrètes, c'est des expériences viscérales, et il faut créer les conditions pour qu'il y ait ce passage de témoin finalement. Oui, en plus sur la question. Et moi, je pense vraiment qu'il faut développer des programmes adaptés en fait à certaines réalités. Et aujourd'hui, actuellement, nous, on est en train de mettre en place un club et plus sous-régional en Afrique de l'Ouest et d'entrepreneurs qui évoluent dans l'agribusiness, l'innovation. La plupart sont dirigés par des femmes, en fait. Et ça fait que souvent, on se retrouve à discuter sur certaines problématiques réelles de la vie de la femme entrepreneur. Il y en a plein qui disent souvent, j'ai l'impression d'être une mère indigne quand je me déplace juste faire 1 ou 2 semaines en dehors de ma famille, quand je reviens. Du coup, c'est une autre frustration qui se crée dans la tête de la femme entrepreneur. Mais malgré tout ça, son entreprise tient, en fait. Et je pense que réfléchir à des programmes adaptés et selon son quotidien, où le digital, ça peut être très bien rester au niveau local, prendre des cours à distance, ou être coaché ou accompagné à distance, ça peut être bien, mais vraiment des programmes adaptés aux femmes, en fait. Et, parce qu'il y a un besoin qui est là. Elles participent plus au développement économique et ça peut être très bien, notamment au niveau de l'accélération, en fait. Sorry. We've always developed, I completely agree, we've always developed, and because of my experiences, designed programs that are bespoke, delivered on an ad hoc basis. And, but what I wanted to add is that in the community, in the world of business development, entrepreneurship development, what happens is that even when we present our ad hoc approach, we get, I'm going to use criticism. So it's like, oh, but how can you support a business when you're actually responding to the needs of the individual? They want training that is for the masses and not the individual. So it becomes problematic when you're speaking to investors and funders in terms of responding to the needs of the entrepreneur. And I say the entrepreneur not by gender, because the entrepreneur also evolves in a way whereby they will be needing to test to find the answer to their solution. So we've been able to create programs that respond to the rhythm of how an entrepreneur actually gets to the end and how to evolve that entrepreneur into a business and scale them. But sorry, but I wanted to add that. Yeah, sure. But I wanted. Non, c'est Samir qui me fait des Oh, sorry. Ah bon, non, on prend une dernière question après. Okay. But sorry, I just wanted to quickly add that until we get to the point where we actually respect and respond to the needs of the entrepreneurial ecosystem from the point of view of the entrepreneur, then we're going to be a long way from all of these wonderful solutions that we've come up with. So we need to lead from the individual entrepreneur as opposed to the needs of the investor so much or the other people in the chain. Juste en termes de programme, il y a aussi un autre niveau qu'il faut aussi inciter à développer des programmes féminins. Côté Digital Ladies Analyze, nous soutenons des programmes pour développer des femmes business angels, parce que les femmes sont en recherche de financement d'un côté, elles ont du mal à l'obtenir. De l'autre côté, nous savons bien qu'aujourd'hui, les femmes ont du mal à s'émanciper d'une manière sur un plan financier. C'est hyper important de développer à la fois, je dirais, les compétences financières des femmes. Alors, je travaille habituellement dans une banque, donc c'est un sujet qui me préoccupe beaucoup. Je travaille dans les marchés financiers.
Donc, c'est vraiment un sujet essentiel. Donc, même les programmes de Business Angel au féminin, pour nous, c'est hyper pertinent, justement, pour répondre à la fois une offre, une demande, ou alors une demande qui, elle ne sait pas encore qu'il y a une demande côté femmes investisseurs, mais nous sommes vraiment lancés sur ce domaine-là parce que c'est vraiment un besoin pour demain, et pour aujourd'hui, d'ailleurs. Merci beaucoup. Donc en fait, moi j'entends beaucoup et on va prendre ensuite votre question et après il faudra qu'on mette malheureusement fin, mais bon, les discussions peuvent continuer ensuite. Moi, ce que j'entends beaucoup en fait, juste pour résumer ce que j'entends là, c'est vraiment l'éducation, quoi. C'est vraiment mais de l'éducation au sens presque acculturation, enfin faire changer les mentalités. Même à l'école, c'est-à-dire travailler sur le leadership des femmes, les autorisations, mais aussi quelque chose entre les hommes et les femmes, dans une approche très diversity oriented, d'une certaine manière. Et ce que tu disais sur les marchés financiers, c'est très vrai, parce qu'on voit ce que tu décrivais sur le business development, c'est vrai aussi dans les fonctions financières. Souvent, les femmes dans les entreprises, elles vont déléguer aux hommes la gestion financière de leur entreprise. Or, c'est quand même le nerf de la guerre, quoi. Et quand on se retrouve devant des investisseurs, ils vont vous demander les financials, quoi. Et les financials, si elles sont tenues par les hommes, on entretient un peu ce truc que la femme, elle sait faire, elle est dans le management, elle est ronde, elle est douce, mais alors quand il faut faire des tableaux Excel, il n'y a plus personne. Ce qui est complètement faux, puisque tu disais tout à l'heure, on dit les profils mathématiques et scientifiques sont mis en avant, donc on serait très bonne en maths à l'école, puis tout d'un coup, on ne saurait plus calculer des ratios quand il faut faire des tableaux Excel, quoi. Donc ça, je trouve que c'est très fort ce que tu disais sur le business angel et ce que tu décrivais sur finalement, au bout d'un moment, on estime qu'on n'est plus légitime à parler de trucs sérieux que peuvent être la technologie, les chiffres, des trucs qui sont finalement pas très féminins parce que donc finalement, j'entends beaucoup éducation, acculturation, parce que je pense que tout ça, c'est effectivement des biais presque inconscients. Mais on va prendre votre question, puis après, on va devoir faire. Ok, merci beaucoup. Je m'appelle Aristide Ganabo, je viens de Centrafrique. Et en fait, j'étais venu pour présenter un incubateur. Et puis, je me suis dit, aujourd'hui, on a une petite application sur les violences basées sur le genre. Et donc, j'étais venu écouter un peu les femmes pour en parler. Mais finalement, je me suis dit, parce qu'accessoirement aussi, je travaille au Fonds des Nations Unies pour la population. Et notre cible, en fait, c'est les femmes et les jeunes filles. Et quand je vous ai entendu, je me suis dit, pourquoi on n'arrive pas à atteindre les objectifs, donc 2015 sur le millénaire, les ODD, ça va être compliqué. Et je me suis dit, pourquoi, aujourd'hui je vais vous écouter et savoir pourquoi c'est comme ça. Et comme il y a l'AFD, c'est un acteur majeur, je me suis dit, ça va permettre d'impulser des dynamiques. Et j'avais une question en fait à vous poser, parce que je sens que vous êtes des vrais acteurs de terrain, mais vous êtes aussi des acteurs du changement. Et ma question c'était, pourquoi aujourd'hui on essaye de faire avec les femmes sur des modèles construits par des hommes. Et excusez ma question, elle a l'air un peu bête, mais... Ah bah non. Et je trouve ça dommage, parce que même moi, au Fonds des Nations Unies, c'est compliqué de mener tout ça, parce qu'il y a des problèmes d'éducation sociale, mais d'éducation aussi scolaire. Et donc, on se retrouve toujours dans des schémas fermés ou subis. Voilà. Et donc, ma question que je vous pose aujourd'hui, c'est pourquoi on ne fait pas un changement de paradigme ? C'est-à-dire, dans tout ce que vous expliquez là, on connaît le début, mais on connaît la fin aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va rencontrer un mur, et après, il va falloir soulever des montagnes. La pauvre dame, ici, on lui demande pourquoi elle n'est pas mariée. Bon, bref, l'autre madame qui explique qu'elle a changé de travail, c'est-à-dire qu'elle était chez Chanel, je crois, ou L'Oréal, et finalement, elle est partie faire un travail qui lui donne du sens. Je parle de madame Alizé. Un travail qui lui donne du sens. Et on sait tous qu'aujourd'hui, la question du sens, c'est tout ce qui tient tout le monde, à peu près. Et cette question-là, elle est portée beaucoup par les femmes en Afrique. Elles font les choses avec le sens. Elles sont mamans, c'est un fait. Les hommes ne font pas des bébés jusqu'à nouvel ordre. C'est comme ça. Pourquoi il faut que les femmes se transforment en ce qu'elles ne sont pas pour devenir des hommes? Non, ce n'est pas ce qu'on demande. Le monde, il ne demande pas ça. On veut des femmes, on veut des mamans, on veut des filles. Et pour ça, il faudrait que, s'il vous plaît, ayons une réflexion dans ce sens où on se dit, on va prendre ce qu'on a, c'est-à-dire des femmes, avec ce qu'elles sont, et peut-être que ça va changer ce monde-là, où aujourd'hui on regarde, comme le disait monsieur qui travaille avec des Israéliennes et des femmes de la Méditerranée, qui arrivent à se mettre ensemble, des femmes. Je pense que les hommes, c'est un peu plus compliqué pour le faire. Donc ça veut dire qu'elles ont des solutions, et pourquoi aujourd'hui, autour de cette table, on ne réfléchirait pas d'une autre manière? Je n'ai pas de solution, mais je vous le dis juste. Est-ce qu'on peut réfléchir ensemble d'une autre façon? Je crois qu'on a compris votre question. Moi, juste avant de donner la parole au speaker, puisque vous parliez de l'AFD, à l'AFD, on est très conscient de ça. Et au campus du développement qui est à Marseille, on a mis l'intelligence collective au cœur de toutes nos réflexions et de la construction de tous les programmes.
Justement, aujourd'hui, on a 60 entrepreneurs qui travaillent avec des investisseurs du Social and Inclusive Business Camp qui a été construit sur des techniques d'intelligence collective et pour faire tomber les barrières et qu'on arrête de réfléchir homme ou femme, mais qu'on pense humain, qu'on pense impact sociétal et qu'on se dise, comme vous le disiez justement, on est dans un monde complexe, comment on arrive à des solutions nouvelles. Donc on est assez convaincus de ça à RFD et du fait que justement il faut changer de paradigme et mettre un peu les ODD au cœur de la matrice et voir comment chacun avec ce qu'il est peut apporter une solution. Donc concrètement on fait comme ça. Mais je suis sûre que tout le monde fait ça autour de la table et qu'on n'a pas du tout envie de devenir des hommes, je suis désolée. Mais... La question, elle est très compliquée, en fait. Parce qu'on peut pas... C'est difficile de changer. Les changements font peur. Je pense que c'est pourquoi on est dans un monde qui a tout le temps été dominé par des hommes. Et aujourd'hui, quand les femmes sont devant, c'est assez difficile. Mais je pense que c'est aux femmes de prendre les rênes, les taureaux par les cornes, hein, de développer des programmes, de taper à des portes, de booster jusqu'à ce que les portes s'ouvrent. Personnellement, c'est ce que je fais, en fait. Et même si on me forme les portes, étant femme ou autre, je ne lâche pas, en fait. Et ça trouve que les femmes sont beaucoup plus tenaces que les hommes. Elles font beaucoup plus de choses que les hommes, mais malheureusement, le fait que les hommes sont devant, c'est assez difficile. Et c'est une réalité partout, que ce soit en Afrique, en Europe, et c'est une réalité. Mais on y croit parce que ça commence à changer. Tout douce, ça commence. C'est assez lent, mais ça changera. Quelqu'un d'autre peut contribuer avant qu'on ferme le panel? Je pense sincèrement que it's a great time to be a woman parce que, en fin de compte, justement, les choses sont en train de changer. Il y a un niveau une prise de conscience très importante. Mais par contre, changer de paradigme complètement, c'est peut-être une approche start-up à tenter quelque part. Mais la réalité est telle que, justement, les decision makers aujourd'hui sont des hommes. Et donc, il va falloir trouver peut-être une approche smart pour faire en sorte que ces decision makers comprennent l'enjeu et comprennent what's in it for them to embrace the change. Et peut-être que les choses changeront plus vite. Sinon, s'ils se positionnent sur une logique défensive, le dialogue, disons, la discussion prendra un peu plus de temps et ils vont défendre leur position et leurs acquis, disons. Je vais juste rajouter une chose. Je pense sincèrement, je suis très optimiste, je pense que sincèrement, l'époque des clones, c'est terminé. Aujourd'hui, avec la vitesse à laquelle la société évolue, notamment boostée par la révolution technologique, une entreprise ou une activité, ou une personne d'ailleurs, on peut le rapporter à nous-mêmes, qui continue avec les vieux schémas, cette entreprise ou nous-mêmes, ou ce pays d'ailleurs, est voué à la mort. Je pense qu'aujourd'hui, la diversité dépasse largement hommes, femmes, etc. C'est des diversités de parcours, d'âge, de compétences, d'histoire de vie. Et je pense qu'une entreprise... Alors, sans diversité de toutes sortes, il n'y a aucune innovation. Et sans innovation, vous le savez, c'est un peu comme l'évolution, je dirais, naturelle. Hein. Sans innovation, un organisme, elle est vouée à la mort. Donc moi, je pense, pour finir sur une note positive, je suis très optimiste parce que je pense que c'est il y a une vraie fenêtre de tir pour créer un monde meilleur. Donc il y a qu'à. Alors un dernier mot là-dessus, parce qu'on parle beaucoup de responsabilité des uns et des autres, des gouvernements, des entreprises. Et puis ensuite, il faut penser à sa propre responsabilité. Ma devise dans la vie, je le tiens de Gandhi, hein, be the change you want to see in this world. Donc c'est vraiment ça qu'il faut appliquer à soi-même pour commencer. Si on se change soi-même, c'est déjà énorme. Et ensuite, on peut changer notre environnement. Voilà, c'est un petit peu la démarche de petits pas. Donc je pense qu'en tout cas, ça c'est mon message aujourd'hui. Il faut déjà commencer par changer soi-même. Merci. Merci beaucoup. Merci Isadora. Merci pour cette conclusion. Merci, on peut les applaudir une nouvelle fois pour ce super panel. Très divers, très varié, très riche. Je crois que j'ai jamais vu un panel avec 10 speakers, donc bravo.